Ces messieurs de Genève interdisent aux curieux d'approcher. Lucchesi regrette. Finalement, ce n'est qu'un fait divers. Vienne pardonne et se masse dans les rues. Au fond, était-ce bien la peine, puisque tout le monde sait parfaitement que c'est lui, l'empereur de la solitude. Sissi, qui détestait l'empire des Habsbourg, devient l'objet d'un culte. Qui le pratique le plus? Ceux qui se trompent en la voulant héroïne aux victimes, ou ceux qui pleurent toutes les morts qu'elle annonce? François-Joseph ne se consolera jamais de la perte de Sissi, évoquant longuement sa mémoire auprès de Catherine Schratt, dépositaire des secrets de leur ménage à trois. Une autre mort, cependant, survenue 10 ans plus tôt, affecte plus gravement le lien unissant la dynastie à ses états, celle du seul fils de François-Joseph et de Sissi, l'archiduc Rodolphe. Et de cette mort, François-Joseph ne parle jamais à personne, tant le remords, la honte et la douleur éprouvent son cœur de père et sa conscience d'empereur. Dès sa petite enfance, Rodolphe révèle qu'il appartient au monde de sa mère. Jolie poupée, attifée des panoplies de l'Empire, dont l'intelligence rebelle et les rêveries mélancoliques épanchent les besoins de tendresse auprès de sa sœur Gisèle. L'éducation Habsbourg piétine ses fleurs d'incertitude. Précepteur soldat, principe militaire, l'enfant grelotte de chagrins informulés. Cependant, François-Joseph l'aime avec une réelle indulgence. Il sait que son héritier ne lui ressemblera jamais et il l'admet. L'enfant le sent, il aimerait passer toute sa vie près de son père. Et s'il le faut, même à la Hofburg, qui lui fait tellement peur. Mais il y devine peu à peu les raisons des absences de sa mère, reproches inexprimables, visions idéales. Il met longtemps à s'avouer qu'il la préfère, tout à ses objets, son parfum, son souvenir, flottant dans la prison. L'Empire avant les sentiments. François-Joseph s'y est plié qui s'en soucie encore. Il doit en être de même pour Rodolphe. Entraînement, garnison, femmes qui attendent devant la caserne. Désarroi de l'élève Rodolphe qui n'aime plus le monde et déjà trop la chair. Docile ou brisé, séduisant ou cynique, Rodolphe hésite entre les modèles de son enfance et triche avec lui-même en jouant mal les comédies de l'héritier. Faux ami de Guillaume de Prusse qui l'insupporte, tiède prétendant d'une Stéphanie de Belgique qu'il trouve fade, mauvais mari qui la traite mal, la trompe ouvertement, l'abandonne pour les bordels de Vienne. Père étrange d'une petite fille qui l'effraie et subjugue. Le dégoût de soi marque bientôt ses traits, celui de la tradition impériale ses opinions. Il flirte avec les démocrates, écrit dans la presse de gauche, contacte Clémenceau. Rapport de police sur le bureau de son père, l'attente dissout ses velléités dans la succession des nuits blanches. Il rencontre Marie Vetsera, qui n'a pas 18 ans, et rêve au prince charmant. Elle ignore que le décadent impérial connaît bien sa mère, intrigante de cour, qui le caressait adolescent. Mais il étouffe dans la ville où s'étale la gloire de son père et traîne l'évidence de ses propres erreurs. Partir avec cette petite oie blanche, comme un souvenir candide de l'ancienne vie. Pour un lieu tranquille, cet hiver à Mayerling.
Certains archiducs s'évadent et disparaissent afin de mener une autre existence. Ils changent d'identité, aiment qui bon leur semble, fondent une nouvelle famille. Rodolphe n'y songe plus. Trop de gens partout pour le rattraper, trop de phobies et trop d'échecs. La destination de son voyage se précise, tandis que Marie gazouille qu'elle aime en mourir. Il ira jusqu'au cœur du système et mettra fin à ses battements. Il n'y a pas d'instant de plus intense solitude qu'une nuit de veille devant un revolver. Il repense à tous ceux qui lui ont manqué, regarde Marie qui dort confiante à ses côtés et l'emmène avec lui. Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement ce qui s'est passé à Mayerling, où l'on retrouva les cadavres de l'archiduc Rodolphe et de Marie Vetsera frappés de mort violente. Suicide compliqué ou non de meurtre, vengeance, conjuration mystérieuse. On ignore même la nature du lien qui les entraîna si loin ensemble. Et si c'était sa fille ? Mais l'Empire est plus fort que son fils prodigue. On escamote macabrement la dépouille de Marie. François-Joseph obtient du pape un enterrement catholique et impérial. Il couvre Mayerling d'un étouffoir de plomb. Depuis, le scandale suinte sourdement sous le glacis des convenances. Cependant, François-Joseph s'en tient à la seule vérité de l'honneur des Habsbourg, dont il est le garant pour tous ceux qui lui font confiance. La mort de Rodolphe, l'éloignement de Sissi sont les stigmates de cet isolement de François-Joseph, qui l'a aussi séparé de ses frères. Ils étaient autrefois 4 fils, aimant à se retrouver, mais François-Joseph était l'empereur, et les autres pensaient que c'est une aventure. Maximilien, le plus doué, voulut le devenir à son tour, aux yeux de la chimère du Mexique, que cet aimable truqueur de Napoléon III fit scintiller devant ses yeux. Avant de se retrouver le gibier d'une chasse de 3 années, où l'Indien Juarez finit par l'abattre, marchandant même son trophée aux ambassadeurs effarés qu'on dépêcha de Vienne. Charles-Louis, pour sa part, crut sans doute que les Habsbourg étaient bien encore souverains de Jérusalem, comme on l'aurait cité lors de la cérémonie où l'empereur catholique lavait les pieds de quelques pauvres. Les fièvres de la Terre Sainte eurent raison de cette confusion des temps. Quant au délicat Louis-Victor, il fut happé par le royaume des fées, où la princesse charmante joue à la poupée avec les sœurs de Sissi, en espérant le jour où elle se fera enlever de son poney par de beaux bergers moustachus. En vérité, l'archiduc Louis-Victor n'était pas toujours très Habsbourg dans ses inclinations. Il aurait dû aller voir de petites femmes plutôt que d'aller faire des cabrioles avec toutes sortes d'artistes. Certes robustes et sympathiques, mais passablement envahissants lorsqu'ils allaient négocier leurs confidences. On l'exila donc dans un très discret château près de Salzbourg, avec l'interdiction absolue d'en sortir, mais pas celle de recevoir certains des aimables compagnons qui partageaient son rêve d'impératrice en devenant ses dames d'honneur. Hélas, les photographies attestant le goût prononcé de l'archiduc Louis-Victor pour les choses de la mode circulèrent sous la crinoline de Vienne à l'effarement de François-Joseph. Si au moins on avait pu le sortir en douceur de la famille, mais Louis-Victor, célibataire, demeurait archiduc, éternel fiancé de ses gardes, devenu bien langoureux à son contact, car peu importe l'uniforme, pourvu qu'on ait la cavalière.
Finalement, il sécha sur place, parmi ses collections d'ombrelles qu'il saluait de noms célèbres, avec une préférence pour la Bismarck, les jours d'orage. Cependant, vraie tragédie ou espiègle tapage glisse sur le stoïcisme impérial et avive seulement l'attachement quasi familial qu'on lui porte à travers l'Empire. Cette popularité le soutient moralement. Elle est d'ailleurs largement relayée par la dévotion de ses filles. Et ainsi marche-t-il, bon pied, bon œil, sans douter de son droit chemin, dont nul n'oserait lui dire qu'il est aussi pavé d'égoïsme Habsbourg et de frivolité viennoise. Sauf son neveu peut-être, l'archiduc François Ferdinand, nouvel héritier, qui juge sans complaisance l'état des affaires et le fait abruptement savoir. Mais pour le vieil empereur François-Joseph, qu'importent les impatiences d'un jeune archiduc trop ambitieux. Qu'il se tienne à sa place et chacun son tour, cet héritier qui ne fera ni l'un ni l'autre. Ainsi, tout est-il calme sur l'Europe, où le système Victoria assure la paix relative de la famille des rois, tandis que François-Joseph exerce sur ses peuples l'apaisement des patriarches. Mais les grands-parents ne protègent pas indéfiniment de la mort, dont ils s'approchent en laissant soudain leurs enfants derrière eux. La fin de Victoria ensevelie dans le voile de ses noces, comme pour affirmer encore la force de la fidélité et de la mémoire, éveille le temps des rivalités et des ambitions passionnées, où s'opposeront son fils et son petit-fils, le nouveau roi Édouard et le Kaiser allemand Guillaume. On ne sait pas grand-chose encore du roi Édouard, que sa mère tenait à l'écart des affaires en le jugeant inapte à les maîtriser. On croit connaître le Kaiser Guillaume dont l'intelligence... Mais confronté aux dissensions internes opposant les multiples peuples rassemblés sous son sceptre. Un système d'alliances, allemands et autrichiens d'un côté, russes et français de l'autre, souligne à quel point les rivalités entre nations prennent le pas sur la solidarité des cousins couronnés. Aspirations à la démocratie, concurrence capitaliste, affrontements coloniaux appellent à mettre en place un nouveau système pour protéger la paix. La famille des rois saura-t-elle s'en rendre compte à l'heure où précisément disparaît Victoria? Alors que commence un nouveau siècle, les Anglais et tous les peuples de l'immense empire sont saisis du bouleversement d'un événement extraordinaire. La reine Victoria meurt, son fils le prince de Galles lui succède sous le nom d'Édouard VII, son épouse, la reine Alexandra, l'accompagne dans ses premiers actes officiels.
Victoria était là depuis si longtemps que sa présence se confondait avec l'air du triomphe des valeurs britanniques. Le sentiment général aggrave l'appréhension du changement. Édouard est un homme sympathique, mais qui à 60 ans déjà paraît sans expérience ni compétence. Alexandra, une femme aimable, dont l'origine danoise, les manières simples, la surdité prononcée laissent mal augurer de la majesté nécessaire. En fait, la société britannique a vécu dans une harmonie inégalée avec l'Auguste disparu. Et elle se méfie maintenant de celui qui est devenu le roi Édouard et qui traîne avec lui la réputation d'avoir été le trop insouciant prince de Galles. Il est vrai qu'il n'est pas un modèle de ces vertus victoriennes qui sont la règle d'une puissance en plein essor. Sa mère d'ailleurs s'en indignait. Elle l'a tenu farouchement à l'écart des affaires, contribuant à le discréditer un peu plus. Il n'aime pas le travail régulier et lui préfère la conversation, le jeu, les jolies femmes. La morosité de la cour l'ennuie, on le voit plus souvent dans les lieux où l'on s'amuse. Si c'est un homme du monde, il l'est du grand par ses manières et du demi par ses indulgences. Sa maîtresse favorite, Alice Keppel, donne le ton à cette société imprécise que la presse ne ménage guère, détaillant les citations à des procès en adultère. Et son meilleur ami, le marquis de Sauveral, pensait donc qu'un Portugais que l'on surnomme le singe bleu passe pour être l'entremetteur qui en a fait l'obligé des Rothschild. Cependant, ce viveur est populaire auprès de la masse des petits, à qui l'on demande si rarement leur avis. Il devine qu'il n'est ni avide ni snob. Et si les jeunes cockneys de Londres connaissaient vraiment Alice Keppel et le singe bleu, alors éblouis par le charme des intimes du roi Édouard, ils ne seraient pas surpris qu'il devint le plus sage et le plus aimé, le meilleur en somme des souverains d'Europe. La glorieuse léthargie victorienne cède donc sans résister à la renaissance de l'optimisme, car Édouard est un amateur qui ne triche jamais avec les atouts que la vie lui a donnés. Alexandra est sa meilleure carte au grand jeu de l'existence. On la lui a choisie parce qu'elle était douce. Il l'a acceptée parce qu'elle était belle. Ils se sont très vite aimés, ce qui n'était pas inscrit au programme. Poétique, généreuse et fantasque, elle a toujours su qu'il serait infidèle et se moque tendrement de ses écarts et de ses repentirs. Galant, pris au piège des tentations, pourchassé par trop de belles, il lui est attaché comme un vieil amant qui serait retombé en enfance, réclamant la seule femme qui puisse être son épouse, son amie et sa mère. Leur union éparpillée est d'un acier trempé qui n'était pas dans leur nature et qu'ils ont forgé ensemble. Regardez-la, c'est la première à vous faire signe. Leur couronnement résume ce que sera leur règne. Édouard a tout prévu, car il sait que le monde entier aura les yeux braqués sur lui, sauf qu'il tombe malade à la veille de la cérémonie et qu'elle se déroule 6 mois plus tard dans un climat d'attente désenchanté. Mais il a l'habileté d'épargner le coût de ce report aux finances du royaume. Il paye les fastes de sa cassette. L'orgueil du sacre se dissout dans la réjouissance populaire d'une fête de famille. Un petit incident tout de même. Alexandra étant comme d'habitude en retard, Édouard a dû tempêter pour lui demander si elle voulait, oui ou non, être couronnée, tandis qu'elle le priait de cesser de hausser la voix comme si elle était sourde. Ainsi va le carrosse de la monarchie anglaise en ce début de siècle, splendide apparence et bienveillance familière à l'égard des embarras des temps nouveaux.
À l'autre extrémité de l'Europe, Constantinople se débat dans les contradictions de la longue agonie de l'Empire ottoman, sur laquelle se penche un bien étrange médecin, le sultan Abdulhamid, qui saigne à blanc les provinces chrétiennes et se transfuse le mauvais sang des prés occidentaux. Rescapé des étranglements entre frères qui lubrifient silencieusement l'ordre des successions dans sa famille, l'incontournable despote, entouré d'une cour à l'exotisme raffiné, incarne brillamment le rôle du méchant, vindicatif et sournois que le racisme à peine dissimulé de l'opinion internationale attend de lui. C'est au demeurant un homme de très bon ton, de mœurs réglées, qui n'abuse pas des belles sultanes et nourrit des ambitions de modernisme et de progrès pour son empire. Les cours royales le traitent d'ailleurs comme une sorte de cousin à héritage dont il faut se méfier, mais à qui il est agréable de rendre visite pour le frisson délicieux des sombres légendes et l'inventaire discret de l'argenterie. La Grèce, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie se sont déjà libérés de son étreinte. Mais bien d'autres peuples aspirent à les suivre. Et de fait, à chaque nouvelle rébellion sauvagement réprimée, l'Europe se gargarise du récit de ses cruautés, préparant le dépeçage final d'un empire vermoulu qui s'étend des champs pétrolifères du golfe Persique sur la route de l'Inde anglaise aux clients balkaniques de l'Autriche et de la Russie. Mais Abdulhamid, vautour entre les aigles, n'a pas son pareil pour jouer de leur rivalité. D'autant plus qu'il est parvenu à fixer sur l'abcès du Bosphore un singulier allié en la personne de l'empereur allemand. Le Kaiser Guillaume s'est en effet rendu en grande pompe dans ses États, avec le songe oriental de construire le chemin de fer Berlin-Bagdad et de réformer à la prussienne l'armée ottomane. Bref, le corps moribond de l'Empire ottoman a encore de beaux restes, dont le partage s'annonce compliqué. Le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra, leur fille aînée Olga, le grand-duc Serge, oncle du tsar, la grande-duchesse Élisabeth, sa femme, elle-même sœur de la tsarine, le cortège des Romanov, qu'escorte le redoutable ministre Plévé, sont aux yeux de la tradition russe les héritiers naturels des anciens empereurs de Constantinople. Mais après 7 ans de règne, le jeune autocrate et son épouse ne songent guère à revendiquer des droits que le reste de l'Europe leur refuserait. Éprouvant de grandes difficultés à maîtriser le gouvernement de leur immense empire, ils apparaissent plus comme les servants de la Sainte Russie d'une caste aristocratique que comme les souverains de progrès d'un État en pleine ébullition moderniste. La gravité de leurs apparitions officielles témoigne d'une angoisse diffuse, suscitée par la conscience qu'ils ont de leur inexpérience. Nicolas est imprégné de l'histoire commune de la Russie et de la famille Romanov, forgée 3 siècles plus tôt dans la lutte contre les envahisseurs polonais. Lorsque le prince Michel Romanov, encore adolescent, fut désigné par l'Église orthodoxe et élu par ses pairs pour chasser les étrangers qui s'étaient rendus maîtres de Moscou, proclamée la 3e Rome depuis la fin de Byzance. Et Nicolas se sent proche du fondateur de la dynastie, qui redoutait cette charge écrasante et l'accepta dans les larmes, en exigeant d'être investi d'un pouvoir absolu, reprenant le titre byzantin d'autocrate, signifiant qu'il ne saurait le partager avec quiconque.
Nicolas s'est couronné lui-même lors de son sacre. L'autocratie ne dépend pas des hommes, il l'a reçue de Dieu. La religion orthodoxe est le ciment de la Russie. Et depuis que la main de fer de Pierre le Grand s'est abattue sur le clergé, celui-ci est le rempart docile de la puissance absolue du tsar. Nicolas se considère comme le gardien naturel de tout cet édifice, qui assimile le nationalisme russe, la religion et l'autocratie. Ainsi se trouve-t-il placé au cœur de la liturgie, comme lorsqu'il assiste à la bénédiction des eaux sur la Neva pour l'Épiphanie. Cependant, le clergé traverse une crise sourde. Les élites se détachent de la religion. La hiérarchie est prisonnière de son dogmatisme et de ses privilèges, tandis que le bas clergé misérable se pervertit de multiples hérésies que d'innombrables illuminés colportent dans le peuple. Or, si la religiosité simple de Nicolas ne mesure pas le danger, la foi trop fervente d'Alexandra vibre des exaltations que répand le trouble des consciences. Mais la dynastie des Romanov a tellement étendu le territoire de la Russie que le temps ne s'y écoule pas comme dans le reste de l'Europe. Les distances, les terribles hivers maintiennent la masse des paysans moujiks dans une vie rustique obéissante à des rythmes ancestraux sur laquelle flotte cette sale petite odeur de vodka que stigmatisait Tolstoï. Ainsi, les rares visiteurs étrangers qui se risquent dans les campagnes y perdent les repères du progrès occidental. Les moujiks les frappent par leur misère quand ils les croisent sur les chemins où marchent beaucoup d'entre eux vers la sanctification des pèlerinages ou le travail de la grande ville. Pourtant, la condition paysanne s'améliore lentement depuis l'abolition du servage par le grand-père de Nicolas. Les moujiks sont l'objet d'un vaste élan solidariste qui voit en eux les détenteurs de la pureté de l'âme russe. Ils en retirent un début d'éducation, une amorce de redistribution des sols, qui fait monter un peu plus la grande soif de terre. Nicolas, qui inscrit maître de la terre russe comme profession lors d'un recensement, est aussi l'un de ses grands propriétaires, parmi la classe restreinte dont les domaines sont vastes comme des provinces. Il s'intéresse à ces terres, veille sur le sort des moujiks, gère plutôt mal l'énorme fortune qui en résulte et où il puise généreusement pour venir en aide aux déshérités. Mais il ne comprend pas que sa charité soit incapable de résoudre une revendication sociale qui attend de lui qu'il donne l'exemple en partageant ses domaines. La Russie dispose de fabuleuses richesses pour un prodigieux essor industriel qui s'est emballé depuis le règne d'Alexandre III, le père de Nicolas. Mais la propriété des ressources est souvent aux mains de sociétés étrangères. L'administration médiocre et corrompue ne fait pas respecter les lois sociales. Et la maladie, les accidents ravagent un prolétariat abandonné au désespoir. Le grand ministre Vité, un homme qui s'est fait tout seul, est l'architecte de ce décollage, où le chemin de fer transsibérien, comme les champs de pétrole de Bakou, rivalisent avec les performances américaines. Et si l'immobilisme politique favorise les habiles aventuriers de la fièvre de l'or, il creuse encore le fossé séparant les laissés pour compte, pataugeant dans l'écœurement de la misère, et ceux qui en retirent d'énormes fortunes, et dont le style de vie et la soif de pouvoir rongent peu à peu les fondations traditionnelles du tsarisme. Bref, l'énorme puissance de la Russie est pauvre du dénuement des travailleurs, de l'avidité des dirigeants et de la cécité de son tsar, prisonnier d'une vision archaïque de l'Empire.
Les villes se transforment rapidement sous la pression de l'exode rural que dévore le Moloch industriel. Les lois y sont certes mieux observées. Pas de travail au-dessous de 12 ans. Maximum de 11 heures quotidiennes et 10 heures le samedi. Respect des nombreux jours fériés. Inspections et services médicaux. Développement de l'instruction. Mais les déracinés s'entassent dans des foyers insalubres, infestés par la vermine et la tuberculose. Ceux-là même qui longent le jour les grands hôtels de la fortune, où s'arrêtent les calèches aux jolies femmes vêtues à la mode de Paris. Que faire, écrit le nihiliste Netchaïev qui veut tout faire sauter. Pas grand-chose encore, car entre les cheminées d'usines et les faubourgs sordides, il n'y a finalement que la vodka qui suive. L'empilement des mondes et des modes de pensée différents entraîne un curieux climat de schizophrénie collective, où la brutalité est voisine avec la charité, l'avidité avec le mysticisme, et où le pauvre voleur qu'on arrête a le visage d'un saint dostoïevskien. Nicolas n'oppose à la complexité grandissante de son empire que le filtre de ses qualités privées, bonté, modestie, douceur. Et bien défavorisé pratique cet angélisme avec la même sincérité. La Russie abonde en œuvres de bienfaisance. Elle suppose un monde stable et tranquille, sans lutte des classes ni violence, où les écoliers en uniforme et les jeunes filles sensibles sourient au présent avant de vieillir avec la mélancolie tchécovienne des bonheurs d'autrefois. Le rayonnement spirituel considérable de Léon Tolstoï est également révélateur de la quête de valeurs humanistes de la société russe. L'auteur d'Anna Karénine vit la plupart du temps dans sa propriété de Yasnaya Poliana, où il tente de se détacher des biens terrestres en veillant au mieux-être matériel et moral des moujiks. Ses critiques à l'encontre de l'Église orthodoxe l'ont fait excommunier, et il n'a pas hésité à conseiller au jeune tsar d'abdiquer. Cela ne l'empêche pas, malgré quelques réticences, d'avoir Nicolas lui-même au nombre de ses lecteurs fervents. Mais la gravité du mal russe suscite des ruptures bien plus radicales. Maxime Gorky donne le premier portrait fidèle de la vie des bas-fonds. Le socialiste Plekhanov diagnostique la nécessité d'une révolution depuis son exil. Quant à cet obscur nobliau de Vladimir Ulyanov, c'est un théoricien redoutable de la prise du pouvoir par la violence, à l'image de tous ceux qui cachent dans la foule leur monnaie clandestine. De fait, l'absence de débat politique favorise le terrorisme qui concentre sa violence sur le tsarisme et organise des imprimeries et armureries secrètes à l'usage des différents groupuscules révolutionnaires. Ceux-ci recrutent nombre de leurs militants dans la noblesse, avec une forte proportion d'étudiants et de femmes qui pratiquent les attentats sans craindre de se faire prendre. La répression trouve ses boucs émissaires parmi les Juifs, soumis à de multiples restrictions dans la vie civile. Cet antisémitisme d'État, revendiqué par le ministre Plévé lui-même, ne craint pas de détourner contre eux l'insatisfaction des masses en suscitant des pogroms meurtriers. Et Nicolas n'a pas la force de volonté de s'opposer à ces pratiques, car il partage les préjugés de bien des Russes dans ce domaine. Ainsi va la vie de l'autocratie. Dieu sauve le tsar, obéi par son armée, sa police et sa censure, et qui, pour faire le bien de ses peuples, concentre entre ses mains hésitantes le pouvoir d'en opprimer un et de ne pas consulter les autres.
Toutefois, la nature foncièrement bienveillante de Nicolas l'aveugle sur la spirale de violence qu'entraîne l'autocratie, et il se voudrait l'instigateur de la paix universelle. C'est ainsi qu'il suscite la première des conférences internationales de la paix à La Haye, lointain ancêtre des Nations Unies. Mais la paix cordiale de Nicolas est l'enfant naturel de la paix armée de son père Alexandre III, dont le socle est l'Alliance française. La première visite d'État du tsar et de la tsarine est donc pour la République, qui leur réserve un accueil triomphal. Certes, Nicolas et Alexandra éprouvent autant d'effarement inavoué à entendre la Marseillaise qu'en ressentit Alexandre III. Mais ils respectent la parole donnée par le tsar défunt et la méfiance à l'égard de l'Allemagne est la plus forte. L'enthousiasme extraordinaire des foules sur leur passage les émeut profondément. C'est une expérience chaleureuse et bon enfant, inoubliable pour eux. Envers et contre tout ce que commanderaient leurs conditions, ils resteront ainsi toujours fidèles à la France. Pose de la première pierre du pont Alexandre III par Nicolas, ce qui est agréable et utile. Tapisserie des Gobelins représentant Marie-Antoinette pour Alexandra, ce qui s'avérera nettement plus funeste plus tard. La République n'a pas assez d'yeux pour couver tendrement le tsar pacificateur, et l'empereur russe pas assez de mots pour saluer le tombeau de Napoléon. Certains échanges gagnent à être inexprimables. Les Français, pour leur part, vivent dans le souvenir amer de la défaite infligée par les Prussiens 25 ans plus tôt et dans la crainte humiliante de l'Empire germanique. L'alliance russe est leur première garantie de sécurité et ils ravalent sans vergogne toute leçon de démocratie devant leur seul ami véritable. Quelques mois plus tard, à son tour, l'aimable Félix Faure se rend à Saint-Pétersbourg. Les Français redoutent le clan germanophile à la cour impériale et ils veulent être certains que Nicolas ne risque pas de faire volte-face. Dans ce but, il ne ménage ni les images de propagande, ni les flatteries, ni l'argent que manipulent des courtiers fort intéressés. Tel est le désir de plaire que Félix Faure, politicien soleil, se désole de devoir porter un triste habit de président plutôt qu'une tenue chamarrée qui permettrait de jeter un peu plus de poudre aux yeux. Enfin, la presse française porte un regard embué de miel sur la réalité de l'Empire et persuade les épargnants de souscrire en toute quiétude aux emprunts russes. Et ceux-ci mobilisent des sommes énormes pour l'équipement de l'armée impériale et celui des chemins de fer dont la toile se resserre jusqu'aux frontières allemandes. Fructueux mariage de raison en vérité entre deux régimes antagonistes. Au palais Alexandria de Tsarskoye-Selo, à 1 heure de Saint-Pétersbourg, Nicolas et Alexandra ne parlent guère entre eux de politique. Ils ont bien trop à faire, à s'aimer tendrement et à partager les joies de leur félicité conjugale. 3 filles naissent après Olga, Tatiana, Marie et Anastasia, qui s'imprègnent doucement de l'atmosphère de charme russe et de confort anglais, où la lecture, le thé, les promenades, la vie des enfants marquent régulièrement l'écoulement des heures, arrachés au fardeau d'être tsar et tsarine de Russie. Nicolas et Alexandra ne peuvent demeurer longtemps séparés, et lorsqu'ils y sont obligés, ils ne cessent de s'envoyer des messages, comme s'ils craignaient qu'un malheur vienne prendre l'un sans que l'autre puisse lui porter secours. Alexandra écrit les plus longues lettres. Elle les enjolive avec des dessins coloriés. Nicolas est moins inspiré, mais tout aussi affectueux et attentionné. Si tu veux devenir plus aimant, cherche le cœur qui t'aime.
Si tu veux devenir chaque jour un peu plus pur, mets-toi en quête de qui l'est près de toi. Elle se glisse ainsi parfois dans le journal si terne qu'il tient comme le relevé d'un agenda, et il s'étonne de ne jamais trouver lui-même de formule aussi sensible. Les petites filles sont des anges. Dans le décor enchanteur et sévèrement protégé de Tsarskoye-Selo, elles ont leur propre monde, ignorant à peu près tout de leurs conditions sociales. Papa travaille à un grand bureau où il ne faut rien déplacer. Maman dit que les bains froids sont bons pour les enfants. Leçons, petit lit de fer, rien de superflu, tout le monde est souriant. L'été, on peut marcher pieds nus, comme Sonny autrefois durant sa jeunesse en Allemagne. Parfois, quand même, c'est un peu difficile. Alors que Nicolas aime la compagnie, Alexandra ne s'est pas guérie de sa timidité maladive. À la chasse, par exemple, sans protocole, elle surmonte cette véritable infirmité. Mais en présence d'inconnus, son intelligence s'éteint, sa beauté se glace. Maladresse, le cœur bas, rougeur d'émotion. En plus, les gens s'en rendent compte et sont gênés. Alors la panique lui fait lire dans les yeux de Nicolas des pensées qui vagabondent vers l'enfance, le Danemark, les jeux sans contrainte. Mais il n'est que désolé de la voir si fragile, tandis qu'elle se sent coupable de faire peser ce poids sur lui. Ce sont des gens pudiques qui accueillent leurs différences avec gratitude, avec toujours cette petite peur de faire du mal à l'autre. Lisse sur le visage de Nicolas et la fleur sur celui d'Alexandra. Ils vivent leur croisière estivale sur le Standard comme le voyage de noces qui leur fut refusé. Ils sont jeunes aussi, à peine 30 ans au changement de siècle. Et malgré leur pudeur, ils ne dissimulent pas le plaisir charnel qui les unit. La lumière du Nord en juin, les promenades aux îles de Finlande, un petit groupe d'intimes. Ils ne se sentent jamais aussi heureux qu'à ces moments-là, quand reviennent la douceur de l'air et l'été si fragile. Et puis Alexandra s'est découvert une amie de cœur, une pauvre fille qu'elle protège et qui la console des trop grandes dames de la cour, Anna Virubova. Ce temps de la vie privée si fervente n'est pas encore celui de l'isolement qui entraînera tant de malheurs. Et à Moscou, Nicolas et Alexandra retrouvent Serge et Ella avec autant de joie que si les manèges de Darmstadt tournaient encore sur la place rouge. Le grand-duc Serge, oncle du tsar, la grande-duchesse Élisabeth, sœur de la tsarine, ont pourtant subtilement changé. Serge gouverne Moscou avec une rigueur implacable. Il y est efficace, mais il y est aussi détesté. Après 15 ans de mariage, Ella n'échappe pas à sa tyrannie, qu'elle accepte avec une douceur résignée, alors qu'il exhibe la beauté de sa femme avec tant de fierté, en l'accablant en même temps de ses accès de jalousie frénétique. Ella, la grande-duchesse Élisabeth, tant admirée de Moscou, trouve dans le secours de la religion ce surcroît de sérénité qui paraît si remarquable à sa jeune sœur la tsarine. Comment lui avouerait-elle la vérité de la plus belle femme de Russie, priant pour le salut de l'étrange pervers qui est son mari et ne l'a jamais touché? Les secrets doivent être ensevelis dans le tombeau de l'histoire, et la Russie ne peut connaître que les pages glorieuses dans le chapitre des Romanov. Ainsi, le bal de 1903 qui a mis toute la cour en ébullition et où Serge, Ella, Nicolas, Alexandra apparaissent comme au début de la dynastie, au temps d'Alexis le Doux, a-t-il valeur de message? Mais faut-il comprendre que le tsar exalte le meilleur de ses ancêtres ou la splendeur autocrate a tout jamais figé? La propension mystique d'Alexandra aux rêveries exaltées se nourrit de ce genre de songes, et comme elle se désespère de ne pas avoir encore d'héritier,
c'est tout naturellement qu'elle se rend avec Nicolas au grand pèlerinage, où se presse le peuple russe de toujours. Maria Féodorovna, sa belle-mère, l'accompagne, car même pour les esprits bien équilibrés, l'envoûtement de la Sainte Russie garde sa puissance. Mais lorsqu'Alexandra décide d'aller se baigner dans la fontaine miraculeuse de Saint-Séraphin, il n'y a plus qu'elle là pour suivre la tsarine dans son étrange entreprise. Des milliers de pèlerins, infirmes, malades, se plongent régulièrement dans cette eau fangeuse, et Alexandra, qui suffoque si souvent aux cérémonies de la cour, n'éprouve en revanche aucune gêne. Quelle rédemption croit-elle atteindre? De quel péché se sent-elle responsable? Et même elle là ne peut s'expliquer l'inexorable glissement qu'elle perçoit chez sa sœur. Le pouvoir de Nicolas II sur sa propre famille s'érode en même temps que s'accusent les singularités d'Alexandra. Seuls les plus proches refusent d'être complices des rumeurs que commencent à répandre les grands-ducs. Mais comment s'y prendre? Maria Féodorovna se contente de sourire. Olga et Xenia, les deux sœurs de Nicolas, font leur paix avec la tsarine, en ne parlant que de petites choses indifférentes. Quant à Michel, son jeune frère, il préfère se